Bonjour, c'est Michel et bienvenue sur Histoire de vie pour une nouvelle narration originale. Comme toujours, les grandes questions de l'histoire sont à retrouver dans le premier commentaire épinglé. N'hésitez pas à y faire un tour si cette histoire vous a touché et que vous avez quelque chose à partager. C'est parti. Le métro était vide à cette heure. Les lumières fluorescentes clignotaient, projetant l'ombre maigre d'Émilie sur le carrelage froid. Elle poussa son chariot de nettoyage dans le long couloir, le bruit des roues grinçant en écho. Sa vie était une suite de couloirs, ceux du métro, ceux de l'immeuble de bureau où elle astiquait les sols la nuit, et celui, trop étroit, de leur petit appartement où son fils, Lucas, étudiait pour devenir quelqu'un de bien, pas comme elle. Ses doigts, rugueux et crevassés, serrèrent le manche de la serpillière. Chaque mouvement était lourd, pesant du poids des heures invisibles. Elle essuya une traînée de boue laissée par des milliers de chaussures indifférentes. Personne ne voyait jamais son visage. Il voyait l'uniforme gris, le seau, et détournait les yeux, comme si elle faisait partie du mobilier, un élément nécessaire mais honteux de la ville. Émilie vivait dans l'ombre. Elle y était née dans le système des foyers et y avait grandi. La prison, plus tard, n'avait fait qu'épaissir cette ombre, la rendant définitive, une tache indélébile sur son existence. Mais tout cela, elle l'avait accepté, pour lui. La cloche de son téléphone portable, vieux modèle, sonna, une mélodie simple. Le cœur d'Émilie bondit, seul Lucas l'appelait. Elle essuya ses mains sur son tablier et attrapa l'appareil. « Maman ?» Sa voix, à l'autre bout, était tendue, pressée. Elle imagina son fils, beau et jeune dans son costume d'étudiant, quelque part dans les couloirs de marbre de son université prestigieuse. « Oui, mon chéri, tout va bien ? Écoute, pour demain, la cérémonie de remise des diplômes. » Il hésita. Un silence se fit, chargé d'un malaise qu'Émilie reconnut immédiatement. C'était le silence qui précédait toujours les déceptions. « Je pense que ce serait mieux si tu ne venais pas. » Un froid soudain traversa Émilie, plus glacial que l'air du métro. Elle se raidit, s'adossant au mur carrelé, froid contre son dos. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, sa voix devenue un murmure. « C'est très protocolaire, très élitiste. Les parents des autres, ce sont des médecins, des avocats, des... » Sa voix se brisa, cherchant les mots qui ne blesseraient pas trop. Il les trouva et ils furent pires. « Tu ne serais pas à ta place ? Et puis, ta situation, les gens posent des questions. La fiancée d'Antoine, sa famille, ils sont très regardants. Antoine, le voisin du dessus, un garçon solide et gentil, le seul à lui adresser la parole dans l'immeuble et à lui porter parfois des courses quand elle était malade. Il était devenu l'ami, puis le fiancé de Lucas. Sa famille, aisée et respectable, incarnait tout ce qu'Émilie n'était pas. Elle les avait vus une fois, dans l'escalier. Le regard de la mère avait glissé sur son uniforme de nettoyage sans s'y arrêter, comme sur une tache vite effacée. « Je comprends », murmura Émilie, les yeux fixés sur le reflet déformé de son visage fatigué dans la surface chromée du chariot. Mais elle ne comprenait pas. Elle sentait une douleur sourde, familière, s'installer dans sa poitrine, la douleur de l'invisibilité, devenue soudain une exclusion active, prononcée par la voix qu'elle chérissait plus que tout. « Je te promets, on fêtera ça ensemble après, en famille, » poursuivit Lucas, un peu trop vite, comme pour combler le vide qu'il venait de créer. « Bien sûr, mon chéri, » répondit-elle machinalement. « Il faut que j'y aille, un cours, à demain. » La communication s'interrompit. Émilie resta immobile, le téléphone collé à l'oreille, écoutant le silence. Autour d'elle, le métro continua son ronronnement sourd. Quelque part, dans le lointain, un train gronda. Elle ferma les yeux. Des images anciennes qu'elle s'efforçait d'oublier surgirent. Pas la prison, non, plutôt une petite terrasse de café ensoleillée, l'odeur du café frais et un rire. Un rire chaleureux, jeune, qui lui avait fait lever les yeux de son torchon. Des yeux bleus, vifs, posés sur elle avec une curiosité sincère, sans mépris. Une main qui avait effleuré la sienne en prenant une tasse. C'était il y a 22 ans. Elle avait 20 ans. Lui aussi. Il s'appelait... Elle chassa le nom. Ce nom était enterré avec tout le reste, avec l'espoir. Elle rangea son téléphone et reprit sa serpillière. Le mouvement était mécanique. Pousser, essuyer, rincer, répéter. Sa vie, pour lui, toujours pour lui, pour qu'il ait ce qu'elle n'avait jamais eu.
un avenir, une reconnaissance, une place au soleil. Et maintenant, ce soleil-là lui était interdit, parce qu'elle était une tache dans son tableau parfait. Le chariot grinça en tournant un coin. Dans une poubelle abandonnée, près d'un banc, elle aperçut un magazine glacé. À la une photo d'un dîner de gala. Des hommes en smoking, des femmes en robe longue, souriant sous les lustres. Au centre, un visage qu'elle connaissait. Un homme d'âge mûr, aux traits autoritaires, aux cheveux gris, impeccablement coiffés, Charles Dubois. Un nom qui apparaissait souvent dans les journaux, mécène, capitaine d'industrie. Un frisson inexplicable la parcourut. Elle détourna les yeux et poussa son chariot plus loin, dans l'ombre. La sonnerie du réveil déchira le silence de l'appartement comme une déchirure dans du tissu trop usé. Émilie ouvrit les yeux. L'obscurité persistait derrière les minces rideaux. 5 heures du matin. Le monde de Lucas, le monde des diplômes et des cérémonies, dormait encore. Le sien, déjà, recommençait. Elle se leva, les articulations douloureuses. La cuisine exiguë sentait le café fort et la poussière. Sur la table, une enveloppe jaune, ses économies, des liasses de billets froissés, patiemment amassés centime après centime, nuit après nuit, l'argent du loyer, de la nourriture, des livres de Lucas, l'argent de sa survie. Elle l'avait sorti la veille au soir, après sa tournée, et l'avait posé là, comme un défi. Une rage sourde, nouvelle, brûlait dans sa poitrine. Ce n'était pas de la colère contre Lucas, c'était plus profond. C'était contre l'injustice silencieuse de sa vie, contre ses années volées, contre ce regard de honte qu'elle voyait maintenant dans les yeux de son propre fils. Elle n'était pas qu'une tâche, elle était sa mère. Elle prépara le petit déjeuner, posa une tasse de café et une tartine pour Lucas, puis elle prit l'enveloppe. Son geste était décidé, presque violent. Elle allait y aller, à cette cérémonie. Elle irait, et elle ne serait pas invisible. La porte de la chambre de Lucas s'ouvrit. Il était déjà habillé, ou presque. Un pantalon noir élégant, une chemise blanche immaculée ouverte au col. Dans ses mains, il tenait un étui à cravate en velours. Il avait l'air tendu, beau, loin d'elle. « Tu es déjà prête pour le travail ?» demanda-t-il, son regard évitant le sien, se fixant sur la fenêtre. « Non !» dit Émilie, sa voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. « Je prends ma journée. » Lucas se figea. Il tourna enfin la tête vers elle, ses yeux noirs, si semblables aux siens, s'écarquillant d'incompréhension. « Ta journée? Pourquoi? »« J'ai décidé d'aller à ta remise de diplôme, Lucas. » Le silence qui suivit fut lourd, coupant. Lucas devint très pâle. Il posa l'étui à cravate sur la table avec un léger claquement. « Maman, on en a parlé. C'est impossible. » « Pourquoi est-ce impossible? Parce que je nettoie les toilettes des autres? Parce que j'ai un casier judiciaire? » Sa propre voix la surprit par son amertume crue. « Je suis ta mère. J'ai travaillé toute ma vie pour que tu sois là, aujourd'hui. » Lucas serra les mâchoires. Une lueur de frustration, de honte, passa dans son regard. Il ouvrit l'étui, sortit une cravate de soie bleu nuit. Ses doigts, fins et habiles, commencèrent à nouer le nœud avec une précision mécanique, sans même regarder ce qu'il faisait. Ses yeux restaient fixés sur le mur, derrière Émilie. « Tu ne comprends pas l'ambiance, murmura-t-il. Ce n'est pas un jour comme les autres. Antoine, sa famille, ils ont des attentes. Tu vas avoir l'air... » Il chercha le mot et le trouva, brutal, déplacé. « Tu vas avoir l'air d'une femme qui n'a pas sa place là-bas. » Le mot « déplacé » resta suspendu dans l'air, glacial. Émilie le sentit lui transpercer la poitrine. Elle regarda ses mains à elle, usées, sur l'enveloppe jaune. Elle regarda les siennes, fines et propres, qui ajustèrent le nœud parfait de la cravate, symbole du monde dans lequel il entrait. Un monde qui la rejetait. « Je trouverai une robe, » dit-elle simplement, entêtée. Lucas laissa échapper un souffle exaspéré. Il tira une dernière fois sur le nœud, le serrant. Le tissu bleu nuit était parfait, lisse, sans un pli, un symbole d'ordre et de réussite. « Fais comme tu veux alors, » lâcha-t-il, son ton devenant froid, distant. « Mais ne t'attends à rien, ne t'attends pas à ce que je te présente, ne t'attends pas à ce que je sois content que tu sois là. » Il prit sa veste sur le dossier d'une chaise, l'enfila et se dirigea vers la porte sans un regard en arrière. Je pars tôt. Des répétitions avec les autres diplômés. La porte se referma derrière lui, doucement. Trop doucement. C'était pire qu'un claquement. Émilie resta seule dans le silence soudain. Les paroles de son fils tournoyaient dans sa tête, coupantes comme des éclats de verre.
déplacée, une femme qui n'a pas sa place. Elle serra l'enveloppe contre elle. L'argent lui brûlait les doigts. Plus tard dans la matinée, elle se rendit dans un salon de coiffure modeste du quartier. Les regards des esthéticiennes, quand elle annonça qu'elle voulait une coupe, une couleur et un maquillage pour une grande occasion, furent polis mais empreints de surprise. Elle paya d'avance, en espèces. Les billets semblaient incongruents entre ses mains rugueuses sur le comptoir en formica. Sous les doigts experts de la coiffeuse, ses cheveux grisonnants et ternes prirent une couleur châtain doux. Les ciseaux libérèrent sa nuque, donnant une forme à sa masse de cheveux toujours négligée. Devant le miroir, une autre femme commençait à apparaître. Une femme aux traits fins, fatiguée mais digne, que les années de labeur n'avaient pas complètement effacée. En sortant, le soleil de l'après-midi lui fit plisser les yeux. Elle se rendit dans une grande surface, au rayon des vêtements. Les robes de soirée étincelaient, des armures de satin et de paillettes bien trop chères. Au fond du rayon, accrochée à un présentoir, elle la vit. Une robe simple, longue, d'un bleu profond, presque noir, sans fioritures. Elle la toucha. Le tissu était doux, fluide. Elle la prit à sa taille. C'était presque parfait. Dans la cabine d'essayage éclairée au néon, Émilie enfila la robe. Elle tombait droit, moulant discrètement sa silhouette menue. Elle se regarda dans le miroir. La femme qui la fixait n'était plus l'ombre en uniforme gris. C'était une femme avec des yeux tristes mais déterminés, avec des cheveux qui encadraient un visage oublié. Elle ne souriait pas, mais elle se tenait droite. Elle paya la robe. L'enveloppe était presque vide maintenant. Il ne restait presque rien, mais elle tenait le sac en plastique contenant la robe contre son cœur, comme une armure. En rentrant à l'appartement vide, le soir tombait. Elle prépara un dîner simple qu'elle mangea seule. Le silence était pesant. Elle pensa à son voisin, le vieux monsieur Lavigne, qui frappait parfois à sa porte pour lui offrir un morceau de tarte ou lui demander de vérifier un robinet qui fuyait. Une présence discrète et bonne dans sa vie solitaire. Elle n'irait pas le voir ce soir. Elle n'avait envie de parler à personne. Elle accrocha la robe à la porte de son placard. Elle l'observa longuement dans la pénombre de la chambre. Demain, elle la porterait. Demain, elle marcherait dans ce monde interdit. Non pas pour réclamer sa place, mais pour rappeler, ne serait-ce qu'à elle-même, qu'elle existait, que son sacrifice avait un visage, et que ce visage, peut-être, méritait d'être vu, ne serait-ce qu'une fois. L'auditorium de l'université était un monde de lumière et de marbre. Des lustres en cristal suspendaient des milliers de points lumineux au-dessus d'une mer de chapeaux noirs et de robes de soirée. L'air était saturé du murmure poli des conversations, du parfum sucré des fleurs d'ornement et d'une tension palpable, celle de la fierté et de l'anticipation. Pour Émilie, franchir les lourdes portes de bois sculpté fut comme pénétrer dans un aquarium géant. Tout était clair, lumineux, silencieux sous le bourdonnement étouffé, et elle se sentait soudain hors de l'eau, observée par des créatures d'une autre espèce. Sa robe bleu nuit était simple, mais elle tombait parfaitement. Elle avait noué ses cheveux en un chignon bas, quelques mèches échappées adoucissant son visage maquillé avec soin. Personne dans cette foule n'aurait pu deviner la femme de ménage aux mains crevassées. Pourtant, elle se sentait nue. Chaque regard qui glissait sur elle lui semblait un scanner, cherchant la faille, l'imposture. Elle serra son petit sac à main, vide à part un mouchoir et un peu de rouge à lèvres, comme une amulette. Elle trouva une place au fond, près d'une colonne. De là, elle pouvait voir l'estrade imposante, drapée de velours rouge, où les professeurs en toge prenaient place, et elle pouvait voir les premiers rangs, réservés aux diplômés. Elle chercha Lucas. Son cœur se serra quand elle l'aperçut. Il était au 3e rang, parfait dans son costume sombre, la toque noire posée sur ses genoux. À ses côtés, Antoine, solide et souriant, chuchotait quelque chose à l'oreille d'une jeune femme blonde et élégante, la fiancée sans doute. La famille d'Antoine était assise juste derrière eux, des visages lisses et satisfaits. Lucas ne souriait pas. Il fixait l'estrade, la mâchoire légèrement crispée. Il tourna un instant la tête, balayant la foule d'un regard rapide, inquiet. Émilie retint son souffle. Leurs yeux ne se rencontrèrent pas. Son regard passa sur elle, au fond de la salle, sans s'arrêter. Il ne l'avait pas reconnue, ou peut-être ne l'avait-il pas cherchée là où elle se tenait, dans l'ombre, comme d'habitude. La douleur fut aiguë, acérée. Elle baissa les yeux sur ses mains, jointes sur ses genoux. Ses ongles étaient propres.
court. Les petites fissures aux jointures étaient toujours là, visibles malgré la crème, des marques indélébiles. La cérémonie commença. Des discours succédèrent aux discours, emplis de mots comme excellence, avenir, responsabilité. Chaque mot semblait creuser un fossé plus profond entre ce monde et le sien. Elle écoutait, le corps raide, sentant le poids de toutes ces années de labeur dans l'ombre peser sur ses épaules, plus lourd que jamais. Puis vint le moment de la remise des diplômes. Un à un, les noms furent appelés. Lucas Martin, son cœur fit un bond. Elle le vit se lever, marcher d'un pas assuré vers l'estrade, monter les quelques marches. Un homme d'âge mûr, en toge également, lui serra la main et lui remit le rouleau de parchemin. Des applaudissements nourris éclatèrent. La famille d'Antoine se levait presque, applaudissant avec vigueur. Émilie, les mains tremblantes, frappa ses paumes l'une contre l'autre. Le son fut noyé dans l'ovation. Lucas redescendit, un léger sourire aux lèvres, mais ses yeux, quand ils repassèrent vers la foule, restaient tendus. Un à un, les autres étudiants furent appelés, Antoine, puis d'autres. La cérémonie touchait à sa fin. Le doyen reprit la parole. Et maintenant, avant de conclure, nous avons une tradition ici. Un moment pour les familles, pour ceux qui ont soutenu ces brillants jeunes gens. Si certains parents ou proches souhaitent adresser un mot aux diplômés, ils sont les bienvenus pour le faire brièvement. Un murmure parcourut l'assistance. Quelques parents se levèrent, prenant place devant un micro placé sur le côté de l'allée centrale. Des mots d'amour, de fierté, parfois maladroits, souvent émouvants. Chaque parole prononcée par ses pères en costume, ses mères élégantes, était une petite piqûre pour Émilie. C'était cela, la normalité, la reconnaissance publique, l'inverse de l'ombre. Une force étrange, têtue, monta en elle. Avant même d'en avoir pleinement conscience, elle se leva. Ses jambes la portèrent, comme en rêve, hors de l'abri de sa colonne. Elle avança dans l'allée latérale, vers l'avant. Des regards se tournèrent vers elle, curieux, polis. Elle sentit le poids de ces centaines de pères dieux. Elle n'osa pas regarder vers Lucas. Elle arriva devant le micro. Elle était petite, face à la foule immense. Elle prit une inspiration. Sa voix, quand elle sortit, fut d'abord un souffle, amplifié par les haut-parleurs dans un léger grésillement. Elle s'éclaircit la gorge, serra le pupitre du micro. « Je ne suis pas très douée pour les discours. » Un léger rire poli lui répondit. « Je ne suis pas médecin, je ne suis pas avocate. » Elle marqua une pause. Le silence devint plus attentif. « Je suis simplement une mère. » Elle leva les yeux, cherchant enfin le regard qu'elle redoutait. Lucas, au troisième rang, était livide. Ses yeux, grands ouverts, la fixaient avec une incrédulité horrifiée. À côté de lui, Antoine avait un mouvement de surprise. Sa fiancée regardait, intriguée. « Je viens féliciter tous les étudiants aujourd'hui », poursuivit Émilie, sa voix gagnant en fermeté. Elle parlait à la foule, mais c'était à lui qu'elle s'adressait. Parce que je sais le prix que ça a, le prix des nuits blanches, le prix des sacrifices. Chaque mot tombait, clair, dans le silence maintenant absolu. Je connais ce prix, je l'ai payé chaque jour pendant 22 ans, pas avec des livres, mais avec mes mains, pas dans des amphithéâtres, mais dans des couloirs sombres, pour qu'une seule personne ici puisse avoir sa chance, sa place au soleil. Des chuchotements coururent. Des regards se tournèrent vers Lucas, dont le visage était devenu un masque de honte et de colère rentrée. Il se mordait la lèvre, ses doigts agrippaient les accoudoirs de son siège. « Alors, félicitations ?» conclut Émilie, sa voix se brisant légèrement sur la dernière syllabe. « Félicitations à tous, et n'oubliez jamais » Elle chercha les yeux de son fils, les trouva, glacés. « N'oubliez jamais ceux qui ont nettoyé l'ombre pour que vous puissiez marcher dans la lumière. » Elle recula d'un pas, la tête haute, malgré les tremblements qui la parcouraient. Un silence de plomb régna pendant 2 secondes, puis, de quelque part dans la salle, un applaudissement isolé éclata, puis un autre, et soudain, une vague d'applaudissements chaleureux, nourris, monta. Pas une ovation, mais une reconnaissance sincère, touchée par la simplicité crue de ces mots. Des parents hochèrent la tête, émus. Émilie ne les entendait presque plus, le sang battait à ses tempes. Elle fit demi-tour, quittant le micro, et commença à regagner sa place au fond, le long de l'allée.
Son corps entier vibrait, elle avait fait ce qu'elle était venue faire, elle avait parlé, elle avait été vue. C'est alors que, du coin de l'œil, alors qu'elle passait près de l'estrade, son regard glissa sur la ligne des invités d'honneur assis sur le côté. Des hommes en costume sombre, des femmes en tailleur sévère, des sponsors, des donateurs. Son regard, machinal, parcourut ces visages importants, et il s'arrêta sur un homme, assis légèrement en retrait, grand, la cinquantaine, des cheveux gris argentés coupés courts, un visage aux traits nets, autoritaire, qui aurait pu être sévère s'il n'était empreint d'une lassitude distante. Il ne regardait pas la scène, il ne regardait pas les diplômés. Ses yeux bleus, d'un bleu pâle et glacé, fixaient un point dans le vide, devant lui, comme s'il était à 1000 lieues de cette cérémonie. Ses mains, aux doigts longs, étaient croisées sur ses genoux, immobiles. Il ne semblait ni applaudir, ni écouter. Il observait, d'une hauteur indifférente, le spectacle de cette réussite dont il était probablement l'un des architectes financiers. Quelque chose en lui fit tressaillir Émilie. Une silhouette, une posture, un écho lointain, tellement lointain qu'il en était déformé, méconnaissable, une sensation de déjà-vu si fugace qu'elle en fut vertigineuse. Elle cligna des yeux, détourna le regard, pressant le pas pour regagner l'obscurité relative du fond de la salle. Son cœur, qui s'était calmé, s'était remis à battre la chamade, sans raison. C'était juste un homme riche, un sponsor, rien de plus. Mais cette impression d'étrangeté, ce détachement glacial au milieu de la chaleur feutrée de la salle, resta collé à sa peau comme une buée froide. Les applaudissements s'éteignirent, laissant place au bourdonnement confus de la foule qui commençait à se lever. La cérémonie officielle était terminée. L'ambiance basculait vers le cocktail, les félicitations, les photos. Pour Émilie, chaque seconde qui passait était une épreuve supplémentaire. Elle était restée debout près de sa colonne, statue de nervosité dans sa robe bleue, observant le flot des invités se mêler aux diplômés dans l'allée centrale. Lucas. Il fallait qu'elle trouve Lucas, qu'elle le voie. Peut-être que maintenant, après ces paroles, peut-être. Un espoir fragile, absurde, brûlait encore en elle. Elle le vit enfin. Il s'était détaché du groupe d'Antoine et de sa famille. Il marchait droit vers elle, traversant la foule avec une détermination qui glaça le peu de chaleur qui lui restait. Son visage était un masque de pierre. Quand il fut à sa hauteur, il ne prit même pas la peine de baisser la voix. « Ah, qu'est-ce que tu as fait ?» Sa question était un sifflement rageur chargé de mépris. « Tu m'as humilié, devant tout le monde, devant la famille d'Antoine. »« Je t'ai félicité, Lucas, » répondit-elle, sa propre voix étrangement calme. « Comme toutes les autres mères. » « Tu n'es pas comme toutes les autres mères, » cracha-t-il, ses yeux lançant des éclairs. « Tu le sais très bien, ces gens, ils ont entendu, ils ont compris. Nettoyer l'ombre. Tu crois qu'ils n'ont pas deviné? Tu crois qu'ils ne voient pas maintenant ce que tu es vraiment? » Le « vraiment » frappa Émilie en plein cœur. Elle ferma les yeux une seconde. « Ce que je suis vraiment, Lucas, c'est ta mère, celle qui a tout sacrifié pour toi. »« Je ne t'ai jamais demandé ce sacrifice. » répliqua-t-il, et dans sa voix perçait une souffrance adolescente ancienne. J'aurais préféré une mère normale, une mère qui ne me force pas à mentir, à avoir honte. Regarde-toi, cette robe, cet argent dépensé en pure perte, tu as l'air d'une... Il s'interrompit, sa mâchoire serrée. Mais le mot, le même qu'avant, était dans l'air, déplacé, une imposture. Tu devrais partir maintenant, dit-il froidement, retrouvant un semblant de contrôle. Tu as fait ton numéro, c'est assez, va-t'en, s'il te plaît. Le « s'il te plaît » était pire qu'un ordre. C'était une supplication teintée de dégoût. Émilie sentit ses jambes flageoler. Elle hocha la tête, incapable de prononcer un mot de plus. Elle fit demi-tour, s'éloignant de lui, s'enfonçant dans la foule qui lui semblait soudain hostile, moqueuse. Elle marchait au hasard, aveuglée par les larmes qu'elle refusait de laisser couler. Elle passa devant des groupes qui riaient, qui trinquaient avec des flûtes de champagne. Le son des rires était un grincement insupportable à ses oreilles. Elle se dirigea machinalement vers une sortie secondaire, une porte vitrée donnant sur un hall plus petit, plus calme, éclairé par la lumière du jour filtrant par une grande verrière. Elle avait besoin d'air, de sortir de ce cauchemar de luxe et de mépris. C'est alors qu'un homme surgit sur son chemin. Il n'était pas jeune, la soixantaine peut-être, costume sombre et parfaitement coupé, cravate sobre, des cheveux gris en arrière, un visage aux traits marqués, intelligent,
Il la regardait avec une expression étrange, une curiosité intense, mêlée à une incrédulité grandissante. « Pardon, madame, dit-il. » Sa voix était grave, polie, mais avec une note de tension perceptible. « Je vous demande pardon de vous arrêter ainsi. » Émilie leva les yeux, surprise, méfiante. Encore un regard à décrypter. De la pitié, de la condescendance? Oui, répondit-elle, se tenant droite, prête à encaisser un nouveau coup. L'homme semblait chercher ses mots. Ses yeux, d'un gris acier, ne la quittaient pas, la détaillant, comme s'il comparait son visage à une image dans sa mémoire. « Vous venez de parler, à l'intérieur, dit-il. Ce n'était pas une question. Vos mots et votre visage. Il y a quelque chose. Excusez-moi, cela va paraître incroyable, mais est-ce que vous êtes Émilie? Émilie Lenoir? Le nom tomba dans le silence du hall, comme une pierre dans un puits, un nom qu'elle n'avait pas entendu depuis plus de 20 ans. Un nom de jeune fille, enterrée avec ses rêves, avec son passé. Elle recula d'un pas, chancelante. Le monde autour d'elle sembla vaciller. Qui êtes-vous? Réussit-elle à murmurer. Sa voix n'était plus qu'un filet. L'homme inspira profondément. Une émotion puissante, longtemps contenue, traversa son visage habituellement si contrôlé. De la stupeur, de la douleur, de l'espoir. « Je m'appelle Gabriel Morel ?» dit-il. Le nom ne lui disait rien. Puis il ajouta, plus bas, comme s'il révélait un secret. « Il y a très longtemps, vous travailliez dans un petit café près de la Sorbonne. Un café qui s'appelait « Le temps perdu ». Les mots frappèrent Émilie de plein fouet. Le café, l'odeur des grains frais, la terrasse ensoleillée, le rire, les yeux bleus, pas gris. Des yeux bleus, jeunes, pleins de vie. Pas ces yeux gris, vieillis, empreints d'une gravité douloureuse. Mais la mémoire était là, soudain, vive et déchirante. « Vous » souffla-t-elle. Les images se bousculaient, le jeune homme brillant, héritier timide qui venait étudier dans son café. Leurs conversations volées, leurs mains qui se frôlaient, puis la disparition, brutale, un vide, des menaces anonymes, l'accusation de vol, le procès expéditif, la prison. « C'était moi », confirma Gabriel Morel, et sa voix se brisa légèrement. Le garçon timide qui commandait toujours un double espresso. Émilie porta une main à sa bouche. Le choc était trop grand, trop violent. Elle regarda cet homme, cet étranger puissant en costume de soirée, et tenta désespérément d'y superposer le visage du jeune homme de 20 ans qu'elle avait aimé. Les traits étaient là, sous les rides, sous le poids des années et de l'autorité, les mêmes pommettes hautes, la même coupe de la mâchoire, mais tout était différent, tout était froid. « Vous avez disparu », dit-elle, l'accusation dans sa voix malgré elle. « Vous m'avez laissé, ils sont venus, votre famille. » Gabriel ferma les yeux un instant, comme pour chasser une vision insupportable. Quand il les rouvrit, ils étaient emplis d'une détresse qu'Émilie n'aurait jamais pu imaginer chez un homme de son apparente stature. « Je ne suis pas partie, Émilie, on m'a fait partir. »« Mon père ?» Il s'interrompit, sa respiration devenant plus courte. « Il m'a dit que vous aviez pris de l'argent, beaucoup d'argent. Qu'une fille comme vous, que c'était prévisible. Il m'a montré de fausses preuves. Il m'a dit que vous étiez parti, que vous aviez honte. Il m'a envoyé à l'étranger, immédiatement, pour me changer les idées, pendant des mois, et quand je suis revenu, plus de traces de vous. Le café avait changé de main. Personne ne savait rien ou ne voulait rien dire. Émilie écoutait, le corps figé. Chaque mot était un coup de marteau qui enfonçait un clou oublié dans sa chair. Le mensonge, l'immense, l'ignoble mensonge. « Ils m'ont accusé de vol, » dit-elle, d'une voix monocorde, comme si elle récitait un fait divers concernant une autre. « Le patron du café, il a témoigné contre moi. J'ai fait de la prison 2 ans. » Le visage de Gabriel se décomposa. Une expression de souffrance pure, de colère impuissante, le déforma. « Mon Dieu, » murmura-t-il, « je ne savais pas. Je vous jure que je ne savais rien de tout cela. Je vous ai cherché, pendant des années, en vain. » Il se rapprocha d'un pas, instinctivement, puis s'arrêta, comme s'il craignait de la faire fuir. « Et l'enfant » demanda-t-il, sa voix à peine audible. « Notre enfant ?» La question finale, celle qui faisait tourbillonner tous les morceaux épars de sa vie. Émilie leva les yeux vers lui. Les larmes qu'elle avait refoulées montaient enfin, brûlantes, irrépressibles. « Il est là, »
dit-elle simplement, d'une voix tremblante. Elle fit un geste vague en direction de la salle de l'auditorium. C'est mon fils, Lucas. Les yeux gris de Gabriel s'emplirent d'une stupéfaction absolue, suivie d'une illumination foudroyante, douloureuse. Il tourna la tête, cherchant dans la foule qui commençait à affluer dans le hall. Son regard se posa, comme aimanté, sur un point précis. Émilie suivit son regard. Lucas se tenait à l'entrée du hall, immobile. Il avait dû les suivre. Il les observait de loin. Son visage était un mélange indéchiffrable de colère, de confusion et d'une curiosité inquiète. Il voyait sa mère en pleurs devant un homme inconnu, un homme important, visiblement bouleversé. Gabriel Morel le regardait. Il regardait ce jeune homme de 22 ans, son propre âge à l'époque, avec ses cheveux noirs, ses yeux sombres, les yeux d'Émilie, mais avec la coupe de sa mâchoire à lui, Gabriel. La similitude, maintenant qu'on la cherchait, était frappante, évidente. Un silence électrique enveloppa les trois personnes, les isolant du murmure environnant. L'air était chargé de 22 ans de mensonges, de souffrances et d'amour perdus, prêts à exploser. Le passé venait de les rattraper, ici, dans ce hall lumineux, et il n'y avait plus d'échappatoire. La vérité, monstrueuse et libératrice, était sur le point de jaillir, et son onde de choc allait tout balayer sur son passage. Les mots d'Émilie résonnaient encore dans le silence du hall. « C'est mon fils, Lucas !» Gabriel Morel ne bougeait plus. Son regard, accroché au jeune homme debout à l'entrée, semblait boire chaque détail, chaque trait, avec une avidité douloureuse. Puis, lentement, il se tourna vers Émilie. Son visage d'homme fort, habitué à commander, était ravagé. Une lueur de compréhension terrifiante illuminait ses yeux gris. « Mon père », murmura-t-il, et sa voix était rauque, chargée d'une horreur qui grandissait de seconde en seconde. « Il ne m'a pas seulement menti sur toi, il m'a volé, il nous a volé tout ça, les années, lui. » Son regard revint à Lucas. « Mon Dieu, Émilie, tout ce qu'ils t'ont fait, à cause de moi, à cause de mon nom. » La culpabilité, brute et écrasante, était palpable dans l'air entre eux. Émilie la sentit, cette vague noire qui émanait de lui. Mais une autre émotion, plus forte, montait en elle, une colère sacrée, cristallisée, purifiée par des décennies d'injustice silencieuse. Ce n'était plus une rage diffuse contre la vie, c'était une accusation précise, qui avait enfin un visage, un nom, celui de Charles Dubois. « Ils m'ont brisé, dit-elle, et cette fois sa voix ne tremblait pas. Elle était claire, froide, coupante comme du verre. Ton père a payé mon patron pour mentir sous serment. Il a fait pression sur des témoins. J'ai purgé une peine pour un crime que je n'ai pas commis. J'ai perdu tout ce que j'avais, sauf lui. » Elle pointa le menton vers Lucas, qui, à distance, observait la scène, figé, le visage décomposé par la confusion. « Et même lui, ils ont réussi à me le voler aussi, à lui faire honte de moi. » Gabriel serra les poings. Ses articulations blanchirent. La douleur sur son visage se transforma en une détermination foudroyante. « Non, pas plus, plus jamais. » Il fit alors un geste qui surprit Émilie. Il tendit une main vers elle, pas pour la toucher, mais comme une offre, un pacte. « Viens, viens avec moi, maintenant. Il faut lui dire. Il faut tout lui dire. » Émilie hésita une fraction de seconde. Regarder Lucas en face, avec cet homme à ses côtés, c'était lancer la vérité comme une grenade au centre de leur vie déjà fracturée. Puis elle hocha la tête, elle n'avait plus peur. Elle prit la main qu'il lui tendait. Son étreinte était ferme, chaude, réelle après tant d'années de vide. Ils marchèrent côte à côte vers Lucas. Chaque pas résonnait sur le marbre. Le jeune homme ne recula pas, mais son corps se tendit, prêt à la fuite ou au combat. Son regard allait de sa mère, dont les joues étaient mouillées, mais le port de tête fier, à l'homme inconnu dont la présence semblait électriser l'air autour d'eux. « Lucas », commença Émilie en s'arrêtant devant lui. Sa voix était douce, mais incroyablement ferme. « Il faut que tu écoutes, il faut que tu saches. »« Sache quoi ?» coupa Lucas, son ton agressif, défensif. « Qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il te veut? »« Je m'appelle Gabriel Morel, » dit Gabriel, prenant la parole. Il regarda Lucas droit dans les yeux, et dans son regard, il n'y avait plus de distance, plus de froideur. Il y avait une angoisse et une urgence immenses. « Il y a 23 ans, j'aimais ta mère. Elle m'aimait,
Nous devions avoir un avenir ensemble. Lucas écarquilla les yeux, un rictus d'incrédulité aux lèvres. Quoi? Qu'est-ce que vous... Ton grand-père, poursuivit Gabriel sans lui laisser le temps de protester. Sa voix se durcit, devenant un couperet. Mon père, Charles Dubois, il a estimé qu'Émilie n'était pas digne de notre famille, qu'elle était une petite serveuse sans avenir, une opportuniste. Alors, il a tout orchestré. Il a payé le patron du café où elle travaillait pour la fausser en justice, l'accuser d'un vol qu'elle n'a jamais commis. Il m'a montré de faux documents, il m'a menti en disant qu'elle était partie avec de l'argent. Il m'a envoyé à l'étranger pour me séparer d'elle. Pendant ce temps, ta mère... Sa voix se brisa. Il regarda Émilie, une douleur infinie dans le regard. Ta mère a été jugée, condamnée et a passé 2 ans en prison pour un crime inventé de toutes pièces. Le silence qui suivit fut absolu. Le bruit du monde extérieur sembla s'éteindre. Lucas regardait Gabriel, puis sa mère. Son visage passa par toutes les couleurs. L'incrédulité d'abord, violente, puis la confusion, alors que les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter malgré lui, la prison, dont elle parlait si peu, sa honte à lui, si profonde, si irrationnelle, ce sentiment qu'elle portait une malédiction, et enfin, l'horreur. Une horreur lente, glaciale, qui envahit ses traits, éteignant la colère, laissant place à un vide abasourdi. « La prison ?» répéta-t-il, comme s'il découvrait le mot. Ses yeux se rivèrent sur Émilie. « C'était pour ça? Pas pour un vrai vol? Ils t'ont... fait ça? » « Oui, mon chéri, » murmura Émilie, des larmes coulant librement sur son visage maintenant. « Tout ce que tu as vu comme une faute, comme une tâche, c'était un mensonge, une punition parce que j'avais aimé le mauvais homme, ou plutôt parce que le père de cet homme ne voulait pas de moi. » Lucas chancela, il porta une main à son front. Le monde, ses certitudes, son mépris, tout s'écroulait en un instant. Toutes les fois où il avait détourné le regard, où il avait rougi d'elle, où il lui avait demandé de se cacher, chaque souvenir devenait une lame qui se retournait contre lui. Il regarda Gabriel. « Et vous, vous êtes... » « Je suis ton père, Lucas, dit Gabriel, et ces mots, prononcés pour la première fois, résonnèrent d'une vérité irréfutable. Je ne le savais pas. Je n'ai jamais su qu'Émilie était enceinte. Ils m'ont tout caché. Ils nous ont tout volé, à tous les trois. Lucas ferma les yeux. Un sanglot sec, rauque, lui échappa. Ce n'était pas un pleur d'enfant, mais le son déchirant d'un adulte dont les fondations venaient de se briser. Quand il rouvrit les yeux, ils étaient remplis d'une douleur si vive qu'Émilie faillit tendre les bras vers lui. « Maman !» octa-t-il. Le mot était différent, chargé de tout ce qu'il venait de perdre et de tout ce qu'il découvrait. « Maman, je suis désolé, je suis tellement désolé. » Les larmes jaillirent enfin, silencieuses, torrentielles, creusant des sillons sur son visage de jeune homme fier. Tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai pensé, il n'acheva pas, il n'en avait pas besoin. La honte qui le submergeait était la juste réponse à des années d'injustice. Émilie s'approcha. Elle lâcha la main de Gabriel et posa ses 2 paumes, ses mains usées, sur le visage mouillé de son fils. Elle le força doucement à la regarder. « Tu ne savais pas, dit-elle, et dans sa voix, il n'y avait plus de reproche, seulement une immense compassion, fatiguée. Ils t'ont menti à toi aussi, à nous tous, mais maintenant, tu sais ?» Gabriel se tenait près d'eux, témoin de ce nœud qui se déliait dans la douleur. Puis, il fit un pas, il posa une main sur l'épaule de Lucas. Le geste était hésitant au début, puis ferme, paternel. « Ce n'est pas à toi de porter cette culpabilité, dit-il à son fils, sa voix retrouvant une force calme. Elle appartient à mon père, à moi pour ne pas avoir cherché assez fort, mais plus maintenant, ça s'arrête ici. » Il se tourna vers Émilie. Son regard était une promesse. « Rien ne pourra rattraper les années perdues, mais je jure que ceux qui ont fait cela en paieront le prix. Mon père, l'homme qui a témoigné contre toi, je vais tout faire pour que la vérité soit officielle, pour que ton nom soit lavé, pour que tu aies une vraie vie. » Émilie le regarda. Elle voyait l'homme déterminé, puissant,
qu'il était devenu, mais elle voyait aussi, enfin, le jeune homme qu'elle avait aimé, retrouvé dans cette loyauté absolue, dans cette volonté de réparer l'irréparable. Elle ne dit rien. Elle hocha simplement la tête, c'était assez. La scène avait attiré des regards. Antoine et sa fiancée s'étaient approchés, interloqués. Des invités chuchotaient, mais les 3 personnes au centre du hall ne les voyaient plus. Lucas essuya ses larmes du revers de la main. Il prit une profonde inspiration, tremblante, puis il fit ce qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il enlaça sa mère, il la serra contre lui, fort, comme pour la protéger de tout le mal du monde, comme pour effacer par la force de ses bras toutes les années où il l'avait repoussée. Émilie enfouit son visage dans l'épaule de son fils, ses propres larmes imbibant le tissu fin de son costume. Elle sentit le poids de sa tête contre la sienne, un poids lourd de remords et d'un amour retrouvé, plus précieux que tout. Quand ils se séparèrent, Lucas regarda Gabrielle. Une méfiance, une étrangeté demeuraient, mais elles étaient balayées par la nécessité de la vérité. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-il, sa voix encore rauque. Gabrielle esquissa un léger sourire, triste mais résolu. « Maintenant, dit-il en jetant un coup d'œil à la foule qui les observait avec une curiosité croissante, nous sortons d'ici, tous les 3. Nous allons quelque part où nous pourrons parler, vraiment parler. » Il offrit son bras à Émilie. Elle le prit. De l'autre côté, Lucas se plaça près de sa mère, sa présence redevenue protectrice, solide. Et c'est ainsi, unis par un drame déchirant mais enfin révélé, qu'ils quittèrent le hall lumineux de l'université. Ils laissaient derrière eux le mensonge, la honte et l'ombre. Devant eux s'ouvrait un chemin difficile, douloureux, mais éclairé pour la première fois par la vérité. Ils marchaient d'un pas encore hésitant, mais ensemble. Le fils, la mère et le père retrouvés. Le passé avait explosé, laissant dans ses décombres la chance amère, douloureuse et précieuse de reconstruire quelque chose de vrai. L'histoire est terminée, mais la conversation, elle, ne fait que commencer. Toutes mes questions vous attendent dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Choisissez celle qui vous inspire et écrivez ce que vous en pensez. Votre avis m'intéresse toujours. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout.